NJT Live présente sur mobile uniquement. Et c'est un jeu qu'on a bien fait fonctionner puisqu'il a fait plus de 30 millions de téléchargements. Ok. Et je dirais que c'était une expérience très intéressante parce qu'on s'est toujours énormément intéressé au jeu.io. Ouais. Et on voulait vraiment sortir un sur mobile. Et pour toi, du coup, qu'est-ce qui définit, on va dire, un jeu.io s'il y a une espèce de définition de la structure du jeu.io? Ouais, alors pour la genèse, donc déjà pourquoi .io? Ça les gens ne le savent pas forcément. Alors les noms de domaine .com sont tous pour la plupart pris. .io, donc ça vient de Indian Ocean, mais en informatique c'est aussi input output. Okay. Donc c'est pour ça un petit trick qui a fait marrer les développeurs. C'est des jeux qui sont FFA, Free for All, massivement multijoueurs. Ouais. Et web first. Ok, d'accord, donc pour toi ces 3 points définissent vraiment ce qu'est un jeu.io? Ces 3 points, je dirais pas que ça les définit, mais c'est en tout cas dans la genèse, dans l'historique, le premier .io qui est sorti c'est Agar. Ouais. C'était les 3 points qu'il respectait. Nous par exemple Paper il est uniquement disponible sur mobile. Ok. Donc on respecte pas les critères d'Agar, mais on fait aussi du .io. Ok. Et alors tu peux nous parler un peu du coup de Paper, c'est quoi le principe du jeu et comment on y joue? Le principe du jeu est assez simple, on contrôle un personnage qui doit prendre le plus de territoire possible sur une map sans se faire tuer par les autres personnages. Ok. Voilà, c'est un jeu qui en fait est inspiré de pas mal de jeux qui ont existé avant. Pour la petite histoire, le premier ancêtre de Paper, c'est un jeu qui s'appelle Xonix, qui est sorti en 1984. Ah oui. Donc ça remonte loin. À cette époque-là, c'était pas un .io, c'était pas multijoueur. On n'était pas du tout sur les mêmes mécaniques, mais en tout cas en termes d'inspiration, c'est de là que ça vient, quoi. Ok, et du coup, comment ça s'est créé? Est-ce qu'il y a vous êtes dit, il y a Agar et on a envie de faire quelque chose dans le même style? Ou c'est plus... Ouais, on avait une vraie curiosité. On a été très grands fans du jeu Agar. On y a passé des centaines d'heures au bureau. Et pour nous, c'était une vraie révolution. On avait la chance d'avoir un studio de jeux qui tournait, okay. avec la capacité en fait de tester un .io sur mobile. Et on s'est lancé en fait. On en a testé quelques-uns. On n'a pas trouvé tout de suite une recette intéressante. Et à force d'itérer, on a eu cette idée. Et puis d'ailleurs, il y a des contraintes assez fortes, non, pour des jeux en .io, dans le côté où c'est quand même pas mal basé sur le serveur, il faut beaucoup de synchronisation, ce genre de choses-là. Ouais. Ouais. C'est quoi pour toi les plus grosses contraintes c'est techniques et créatives? Alors, c'est clairement le multijoueur. C'est pour ça d'ailleurs que c'est principalement des jeux web. Ouais. C'est beaucoup plus adapté. Il y a peu de contraintes autres finalement que celle-ci en termes de graphisme. Je pense d'ailleurs que Paper c'est un des .io les plus aboutis graphiquement. Okay. Mais très souvent, la plupart du temps, un .io c'est un jeu où il y a très peu, en tout cas un graphisme très minimaliste. Ok. Et en termes de contraintes créatives, de game design, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment vous êtes arrivé à créer un jeu assez multijoueur en fait au final et free for all? Alors c'est quand même pas mal inspiré de l'existant. Agar, ça a été vraiment une source d'inspiration incroyable. Je pense que ce qui est intéressant de dire en fait, c'est que pour moi, Agar c'est le père de tous les .io et c'est le .io le plus abouti. Le plus abouti sur la partie game design, sur le metagame. On réussit dans les .io à créer vraiment un esprit d'équipe. Il y a des clans qui se forment, il y a des choses comme ça. Donc voilà, l'inspiration principalement de ce qui existait, quoi. Du coup, on a une question d'un auditeur, c'est pourquoi vous avez fait juste un jeu sur mobile et pas en version web? On est un studio de jeux sur mobile. D'accord. Ça, on sait pas faire sur et web. C'est compliqué du coup de faire des versions web? Non, techniquement on y arriverait. C'est juste que
c'est pas notre business model, c'est pas la stratégie de la société. Okay. Voilà, fallait qu'on reste fallait qu'on reste cohérent en fait. D'ailleurs, en termes de business model, comment ça marche, le fait justement d'avoir un jeu très accessible au plus grand nombre, mais quand même arriver à gagner sa vie avec ce genre de jeu? Nous, on a un modèle. Il y a différents business model. Le nôtre, c'est de maîtriser en fait l'acquisition des utilisateurs, donc via des publicités. On fait venir les gens dans nos jeux via des publicités, okay. Et on les monétise majoritairement via la publicité dans nos jeux, un okay. peu d'achat in-app. Voilà, c'est simplement jouer sur cette équation. Le coût d'acquisition doit être inférieur au revenu. Au revenu, oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a une certaine forme de concurrence parmi tous ceux qui font du jeu.io, vu que voilà, c'est des jeux avec beaucoup de joueurs, donc forcément ça draine peut-être du public? Il y a une concurrence, c'est sûr. Après, on est dans une industrie de contenu, ce qui fait qu'il n'y a pas un studio qui peut prendre le marché et qui empêcherait les autres studios d'exister, ouais. ou de créer des jeux. Une industrie de contenu, ça veut dire qu'il y a par définition, par essence, de la place pour tout le monde. C'est comme, je ne sais pas moi, un écrivain, oui. Il va écrire un livre, faire du contenu, quoi. Voilà, c'est du contenu. Il laisse la place à d'autres écrivains, quoi. Et comment vous arrivez à justement créer, arriver à tenir en vie le jeu sur plusieurs mois, plusieurs années? Qu'est-ce que vous faites comme contenu? Toute notre stratégie, en fait, elle se base sur certaines KPI qu'on a identifiées. Donc la rétention pour nous, c'est la métrique la plus importante. Okay. On essaye de créer des jeux qui ont une très bonne rétention. C'est ce qui est nécessaire pour que le business model fonctionne, quoi. Ok. La rétention. Et dans le futur, sur 5-10 ans, est-ce que tu vois le modèle .io continuer à fonctionner? Est-ce que tu penses que ça va rester quelque chose de périn? Ouais, moi je pense que c'est plus qu'une mode. Je pense que c'est une révolution dans le sens où c'est un nouveau type de jeu. Ouais. Je pense qu'il y a des évolutions qui vont venir. Alors technologique, c'est sûr, mais typiquement on voit aussi que côté e-sport ça commence à bouger un peu côté Dotio. Ouais, d'accord. Okay. Typiquement oui, ça c'est des jeux massivement multijoueurs, on voit des clans se former. Tu peux nous donner quelques exemples du coup de formats un peu e-sport pour ce genre de jeu? Sur Agar, il y a différents modes de jeu en fait, hein. On a un mode FFA, il y a un mode team. Ok. Et typiquement sur le mode team, il y a des évolutions dans l'e-sport qui vont, je pense, qui vont arriver. Hein. J'ai pas le souvenir d'avoir vu de compétition sur Agar, mais que ce soit Agar ou d'autres Dotio, c'est des choses qui vont venir. Ouais. Et clairement, ça va pérenniser le style, le type de jeu. Ça donne des possibilités en tout cas de voir quelque chose se structurer autour de ça. Absolument, parce que tout est réuni aujourd'hui, je dirais, pour que ça aille dans ce sens-là. Il faut comprendre que la révolution Dotio, elle est énorme, elle est incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, en 2016, il y a eu plus de 2 milliards de vues sur des vidéos YouTube qui parlent de .io, de jeux .io. Okay. C'est le terme de jeu qui est le plus recherché dans Google en 2016. Ouais. Okay. Il y a aussi un aspect qui est intéressant, je trouve, c'est que ça fonctionne par tous les Dotio, mais il y a certaines zones géographiques où ça fonctionne encore mieux. C'est les pays ou les continents où le marché de la console est faible. Ouais. Amérique du Sud, par exemple, le Brésil, c'est un gros consommateur de Dotio. Oui, sur les free-to-play en général, de ce que j'ai compris, le Brésil est quand même un marché assez... Absolument. Et là, vraiment sur les .io, c'est des marchés où il y a peu de consoles. Par contre, il y a des browsers, il y a du web. Et donc, il y a une population qui est très très attirée par ce type de jeu. C'est un peu éloigné, mais moi, ça me fait aussi penser, ce sujet-là, à la VR, dans le sens où la VR, il y a une espèce d'escalade où on se dit ça va être le prochain marché, alors que à côté il y a eu le .io qui s'est fait un peu son nid à travers, on ne sait pas trop d'où c'est sorti, mais en tout cas c'est présent un peu dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, absolument. Alors bon, la VR, il y a quand même là une espèce de rupture technologique, et qui dit rupture technologique dit risque énorme. L'innovation, c'est très risqué. Pour moi, le Dotio, il y a pas d'innovation fondamentale. En fait, c'est des gameplays qui sont très simples. C'est très très simple à prendre en main. C'est difficile à maîtriser. Ouais.
Mais qu'est-ce qui a permis justement du coup de voir de plus en plus de jeux .io émerger? Je pense qu'il y a là pour le coup il y a eu un phénomène quand même de buzz qui a suivi Agar et Sleazer, qui sont deux jeux qui ont fait plus de 100 millions de joueurs, hein. Ouais. Même plus de 200 millions pour Sleazer. Donc forcément il y a un phénomène de buzz, il y a eu du bouche à oreille, hein. Mais je pense qu'effectivement que cette simplicité de prise en main du gameplay couplée, parce que ça c'est très grand public, il y a des jeux qui sont difficiles à prendre en main, ce type de jeu est très facile à prendre en main, couplé avec la profondeur qu'offre le metagame, c'est juste le cocktail détonnant, quoi. Justement ces deux points là sont pas mal retrouvés dans le secteur du jeu mobile. Est-ce que finalement c'est pas aussi la croissance du jeu mobile qui a permis ce genre de format aussi, peut-être? C'est vrai qu'il y a une relation, en tout cas sur le type de jeu que nous on fait chez Vodou, donc du jeu casu grand public. Typiquement, c'est ce qu'on cherche. On cherche des gameplays qui sont faciles à prendre en main, mais avec de la profondeur. Ouais. Après, je pense pas que le marché du mobile ait vraiment donné un essor au .io. Sleazer a quand même très bien fonctionné sur mobile. C'est des jeux en fait qui ont vraiment poussé le truc, quoi. Pour moi, c'est par le web que tout s'est fait. Je pense que c'est par là vraiment qu'il y a eu le buzz. Et je dirais que les succès sur mobile, c'est une conséquence, mais c'est pas une cause du buzz, quoi. Ok. Et du coup, moi je pensais aussi, comme je te disais, une espèce de continuité par rapport au format Flash, on va dire, où voilà, c'était un jeu assez léger. Qui se joue facilement sur plein de devices différents, et du coup tu peux vraiment partager ça avec tous tes potes et t'es sûr qu'ils pourront y jouer, quoi. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, à quel point le côté partage est important? Absolument, je pense qu'il y a des ponts entre les deux. Après, je suis pas un grand spécialiste de ce qui se faisait sous Flash. Je sais pas s'il y avait du multijoueur en jeu Flash. Il y a un petit peu, mais c'est vrai que je pense que c'était assez compliqué en termes de serveur, je pense. Je pense que techniquement à l'époque ça a pas pu émerger. Mais c'est très asynchrone, je pense. Alors que justement les .io c'est très synchrone. Très synchrone, tout à fait. Donc peut-être effectivement que y a des relations, des similitudes entre les deux, mais que techniquement ce qu'a fait .io, peut-être que Flash aurait pu le faire il y a 10 ou 15 ans, ou 20 ans même. Je pense que ça peut être une question technologique, quoi. Et du coup, dans votre production, déjà vous êtes combien chez Vodou? Alors là, on est une trentaine. D'accord. On recrute pas mal. Je pense qu'on sera une quarantaine fin d'année et on doublera d'ici l'année prochaine. Comment ça se passe pour lancer de nouvelles licences, on va dire, du coup, au final? Est-ce que vous faites plein de prototypes et vous trouvez le meilleur? Absolument. On est dans une optique de prototyper, de rester très agile. On a des teams qui sont très indépendantes. L'objectif, c'est ce gameplay dont on parlait depuis avant, avec qui est simple à prendre en main et avec une profondeur. C'est vers ça que toute la stratégie de la société va. C'est très très large, hein. On n'est pas du tout que dans du .io. On peut faire un jeu de contenu, on peut faire un skill game, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est quoi pour vous les plus gros challenges au jour le jour, du coup? Les plus gros challenges, c'est de trouver ces gameplays. Là, pour le coup, c'est énormément de boulot. Moi, même aujourd'hui, je reste ébahi par ce qu'a fait il s'appelle Matthäus, je crois, le créateur d'Agario. C'est un Brésilien, je crois. Okay. Je reste complètement ébahi par la qualité de ce qu'il a réussi à faire, hein. Je veux dire, dans Agario, on a très peu de commandes. Et on peut communiquer avec. C'est vrai que ça c'est incroyable. Rigolo, ça. C'est-à-dire que il est resté extrêmement minimaliste et en même temps il a ouvert des champs incroyables par la contrainte. C'est un gameplay qui est extraordinaire. C'est vrai que rien que le fait de se positionner, d'avoir un certain nom, une certaine image, je crois aussi. Enfin, il y a plein de paramètres vraiment minuscules, mais qui font une grande précision. Absolument. Comment vous avez pris ça en compte, du coup? Est-ce que vous avez juste un peu répliqué le modèle, ou vous avez trouvé d'autres moyens d'innover par rapport à ça? Alors, on n'a pas réussi à aboutir à un gameplay aussi profond. D'accord. Clairement. Pour moi, il y a vraiment que Agar qui a réussi à aller si loin. Et c'est pour ça que je considère que c'est un classique. Ok. Agar, et qui va rentrer comme
comme les grands classiques du jeu vidéo. Qui sera indémodable, quoi. En fait. Indémodable dans le panthéon du jeu vidéo. Et pour revenir un peu sur un point, donc tu dis que vous faites des jeux casus. Est-ce que toi tu sens des fois une espèce de méfiance des joueurs un peu plus mid-core ou hardcore par rapport à ce genre de jeu, et comment tu la ressens du coup toi ? Absolument, c'est sûr que le jeu vidéo c'est une industrie de passionnés, donc on a des passionnés, il y a des puristes, pour qui le mid-core et l'hardcore sont le vrai jeu vidéo, et le jeu casu serait une déviance finalement. Nous on le sait, hein, ça nous pose aucun problème. Nous on considère vraiment qu'on fait du divertissement en fait. D'accord. On fait du divertissement, on fait du grand public, c'est complètement assumé. Et vous, en tant que créateur, vous avez envie de faire des jeux pour une audience différente, ou alors c'est pas le but de votre entreprise actuellement, et peut-être. C'est-à-dire. Est-ce que vous pensez à faire des jeux mid-core ou hardcore par exemple, ou pas du tout ? Non, on fera jamais de jeux mid-core et de jeux hardcore. C'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, hein, c'est qu'on sait pas le faire. D'accord, ok. On sait pas le faire, une des forces je pense de Vaudou, c'est de connaître les points positifs, enfin ce qu'on sait faire, et d'y aller à fond en fait. Pour moi, le mid-core et l'hardcore, ça nécessite des compétences qu'on n'a pas en interne. Ouais. Alors peut-être qu'on pourrait apprendre, peut-être qu'on pourrait recruter. C'est difficile la transition des fois aussi d'un. C'est une transition qui est énorme. Ouais. C'est vraiment une autre société en fait. Et du coup, tu disais que vous étiez aussi publisher. Est-ce que vous publiez d'autres jeux Absolument. .io ? Comment ça se passe avec les autres On n'a pas publié pour le moment d'autres jeux .io. Sur mobile, encore une fois, c'est assez rare d'avoir des succès .io. Par contre, oui, on a une grosse activité de publishing. On travaille aujourd'hui avec une vingtaine de studios partout dans le monde. Le dernier jeu qu'on a sorti en publishing s'appelle Snake versus Blocks. Et, c'est que des jeux mobiles ? C'est que des jeux mobiles et c'est un jeu qui a cartonné. On était numéro 1 dans 30 pays, dont les États-Unis. On a fait 20 millions de téléchargements en un mois. Là. Ah ouais, ça va. sur Snake. Ouais, donc on est très content. Ouais. Et du coup, comment vous arrivez à gérer à la fois les jeux des autres que vous avez publiés, mais aussi vos jeux à vous Est-ce que c'est venu naturellement le fait de vouloir publier des jeux d'autres personnes ou... C'est venu assez naturellement. Finalement, c'est lié un petit peu à la manière dont s'est construit le studio. On venait pas à la base du monde du gaming. On a du tout à apprendre sur le tas. On n'avait pas de track record, on n'avait pas de fonds, on a dû lever des fonds. Donc, on a essayé de rationaliser tout ce qu'on pouvait et donc de créer un business model qui était stable, pérenne. On maîtrise donc l'acquisition et la monétisation, et finalement quand on maîtrise ça, on peut naturellement se positionner comme un publisher et aller voir des studios qui eux sont forts, probablement plus forts que nous pour faire des jeux en termes créatifs, du coup, mais qui n'ont pas spécialement l'envie ou la volonté de faire de l'acquisition et de la monétisation, parce que c'est un métier à part. Oui, carrément, oui, c'est très différent. C'est très différent. Ouais. Ça se divise bien. Ouais. Et du coup, le format .io, est-ce que ça vous est venu directement au début, vous êtes lancé dessus, ou c'est plus naturellement que c'est venu? Ça a mis un peu de temps. Agar est sorti, je crois, en avril 2015. Sleazer a suivi assez vite. Paper est arrivé en novembre 2016, donc c'est quand même bien après. Il y avait déjà eu des gros succès sur .io. Non, c'était quelque chose qu'on a toujours eu en tête. On n'a pas eu l'occasion d'en faire avant. Encore une fois, il faut trouver le bon gameplay. Et si ça se représente, on le fera sans hésiter, quoi. Ouais. Je pense que c'est d'ailleurs le jeu le plus mid-core qu'on ait fait, entre guillemets. Ça reste un jeu grand public, mais on est quand même plus sur un gameplay qui est fait pour des gens qui aiment jouer, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il y a du potentiel de jeu hardcore en .io, par exemple? Ouais, mais je pense que c'est déjà le cas, en fait. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a déjà des... Je pense qu'il y a déjà des .io qui sont hardcore. Hein. Ouais, finalement, oui, c'est vrai que bon, c'est vraiment différent, mais les Battlegrounds ou les H1Z1, etc., ils sont très free for all et multijoueurs, et au final, ils ont, je trouve, justement une espèce d'ADN un peu similaire, mais sur une échelle plus 3D et un peu plus réaliste. Ouais, absolument. Et je pense que ça va venir. Hein. Je pense que le .io, encore une fois, pour moi, c'est pas une mode, et il va évoluer dans différentes directions. Et ce serait quoi, potentiellement, tu trouves les évolutions de ce... Je le verrais assez, moi, vers l'hardcore. D'accord.
Et justement, c'est pour ça que je parlais d'e-sport avant. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du .io côté e-sport. En Casus, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Ok, d'accord. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. En tout cas, merci beaucoup.